Bonjour à tous et merci de votre fidélité au 6h30 sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. La France et la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération bilatérale, ont fait du C2D un outil de renforcement du développement à Abidjan. Les parties prenantes réfléchissent durant 4 jours sur les bilans des différents contrats de désendettement et de développement depuis 2012, mais aussi les perspectives pour améliorer les stratégies. L'ouverture des travaux s'est faite sous la présidence du Premier ministre, représenté par le ministre du Patrimoine et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Franck Kouadio et Zakaria Traoré y ont pris part. Avant l'ouverture des assises de la revue générale et conjointe des projets C2D, ce lundi matin, le Premier ministre Robert Begré-Mambi, président du comité d'orientation et de suivi du C2D, a reçu la délégation française conduite par le chef de la mission diplomatique de ce pays. Le contrat de désendettement et de développement, mécanisme de reconversion des dettes, un projet de développement, un condensé des 3 contrats conjoints France-Côte d'Ivoire depuis 2012 se porte bien. Il y a une délégation forte qui est venue de Paris avec la directrice Afrique de l'AFD, avec collègues du ministère des Affaires étrangères, avec une collègue du ministère des Finances. Et nous avons même un député de l'Assemblée nationale française, M. Corentin Le Fur, qui est là pour se poser les mêmes questions que nous. En quoi le C2D, les 3 milliards d'euros du C2D, je crois 1800 milliards de francs CFA, ont-ils été utiles au développement économique et social de la Côte d'Ivoire depuis que le C2D existe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire depuis 2012. La revue générale et conjointe des projets C2D se tient sur 4 jours. Ce sera l'occasion d'actualiser la prévision de décaissement pour l'an 2025 entre autres, mais surtout de dresser le bilan des projets financés pour le 3e C2D. Et toujours en Côte d'Ivoire, ça fait l'actualité dans un contexte marqué par la grève des enseignants. Ce lundi 7 avril, l'on a observé la descente sur le terrain d'une délégation ministérielle conduite par Anne Désiré Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique. Accompagnées donc de Mariatou Koné, elles ont visité le lycée classique d'Abidjan, puis le groupe scolaire Cocody Cité des Arts, afin d'évaluer l'impact de la mobilisation et surtout d'adresser un message direct aux enseignants grévistes. Le témoignage est signé Sephora Zegui. Lundi 7 avril, lycée classique d'Abidjan. Ici, 3000 élèves prennent habituellement des cours. Professeurs et élèves travaillent dans une bonne ambiance. La grève des enseignants entamée il y a quelques jours par un groupe de syndicats n'impacte pas les activités scolaires. Cette enseignante a répondu à l'appel. Ma conscience me disait de venir tenir, comme on appelle, ma classe. Parce que les lundis, j'ai cours à 7h45 et je finis à 8h30. C'était important pour moi de venir donner le savoir aux enfants. Pour s'assurer que les cours se déroulent normalement, le gouvernement diligente une mission conduite par la ministre d'État, ministre de la fonction publique. Première étape de cette visite, le lycée classique d'Abidjan. Les ministres s'imprègnent de la situation et discutent avec le personnel enseignant. Merci d'avoir compris le message du gouvernement. Merci de vous inscrire dans la négociation sans perturbation. Après le lycée classique, la délégation se rend au groupe scolaire Cocody Cité des Arts pour évaluer le suivi de l'appel à la grève. À l'issue de ces visites, Mariatou Koné félicite le personnel présent et invite les enseignants grévistes à regagner les salles de classe. Les cours sont suivis et je voudrais saluer l'ensemble des enseignants de Côte d'Ivoire pour l'esprit citoyen, pour l'engagement pour le droit à l'éducation, pour l'engagement pour le droit à la formation. Je me réjouis qu'ils aient compris le message du gouvernement. Partout où nous sommes passés, le message est clair. Les enseignants qui sont venus faire cours sont venus avec la volonté de la prime, mais dans la voie de la négociation, dans la voie du dialogue. Et je voudrais saluer cela. Que tous les collaborateurs, tous les enseignants fassent confiance au gouvernement. Qu'ils fassent confiance au gouvernement, que nous attendions tous la réponse qui viendra du conseil consultatif et du comité des experts.
Cette démarche gouvernementale intervient alors que la grève motivée par des revendications portant sur une prime d'incitation semble avoir un impact variable selon les établissements. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, appelle les enseignants à savoir raison garder. Le droit à l'éducation est un droit fondamental. La négociation est la meilleure voie pour obtenir ce qu'on souhaite. Le gouvernement est à la tâche. Et le gouvernement sait apporter des réponses quand cela est possible et quand cela est nécessaire. Je voudrais rappeler que dans notre administration, nous avons plusieurs secteurs. Et le gouvernement veut penser à l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Je les invite à entendre le message du gouvernement. Reprenez le chemin de l'école. Faites comme vos collègues qui tiennent à respecter leurs engagements vis-à-vis de la nation, donner l'éducation à nos enfants. L'appel à la discussion lancé par les ministres marque une nouvelle étape dans la gestion de cette crise. Tente que ce message soit entendu par les syndicats d'enseignants est grande. Cela ouvrira certainement la voie à de nouvelles négociations. L'enjeu est de taille, assurer la continuité de l'éducation pour des milliers d'élèves ivoiriens à l'approche des examens à grand tirage. Et nous souhaitons donc une bonne reprise à tous ces enseignants. À présent, avec Nour Sangaré et Issa Dombélé, parlons des droits de l'homme en mettant l'accent sur la session de formation à l'intention des ONG, entreprises et associations œuvrant pour le respect des droits des personnes en situation de handicap, initiée par le Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le système judiciaire ivoirien et la protection des droits de l'homme sont le thème retenu pour la conférence inaugurale de cette session de formation. Durant une semaine, ONG, entreprises et associations engagées pour les droits des personnes en situation de handicap seront en immersion. Objectif, mieux comprendre les mécanismes de la justice ivoirienne. François Komoué, le conférencier, est revenu sur les moyens juridiques et matériels dont dispose la Côte d'Ivoire pour garantir ses droits. Notre pays dispose d'une justice qui a les moyens juridiques matériels pour assurer la protection et la promotion des droits de l'homme. Et par la suite, j'ai émis des souhaits allant dans le sens du renforcement de ses moyens pour que la justice puisse mieux assumer son rôle. Et j'ai insisté particulièrement sur la nécessité de l'indépendance de la justice. Une initiative du Conseil national des droits de l'homme. Le CNDH veut renforcer les capacités des acteurs de terrain. Pour nous, il est important que les populations soient informées sur le système judiciaire. Et donc, l'objet, c'est que les populations soient plus proches du système judiciaire. Et pour être proche du système judiciaire, il faut connaître les rouages du système. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous organisons cette formation. Il s'agit de connaître les institutions, le Conseil constitutionnel, les différentes juridictions, de mieux les appréhender. Cette formation est très importante dans la mesure où elle nous permet à nous, défenseurs des droits de l'homme, de mieux comprendre le système judiciaire ivoirien pour nous permettre de mieux travailler. Nous espérons vraiment quantifier nos connaissances en termes de respect des droits de l'homme. Cette formation, qui est à sa 3e édition, s'inscrit dans le vaste programme de promotion des droits humains porté par l'institution. Et dans un autre registre composé de 64 agents divisés en 3 équipes et dotés de moyens roulants et techniques nécessaires pour remplir sa mission, selon les autorités, la brigade spéciale de lutte contre le remblaiage illicite et anarchique est en mission pour lutter contre ce phénomène. Le ministre délégué auprès du ministère des Transports, chargé des affaires maritimes, a officiellement lancé les activités de cette brigade spéciale à la base maritime de Trècheville, Dangui, Soro-Abou. Remblayage illicite et anarchique en Côte d'Ivoire. Le phénomène prend de l'ampleur selon les chiffres officiels qui révèlent par exemple que la lagune en zone de Biétry a perdu plus de 30% de sa surface initiale. Les conséquences sont lourdes. Ces actions illicites de l'homme ont pour conséquence, entre autres, la destruction de la faune et de la flore, la dégradation de l'environnement, le rétrécissement du lit de la lagune, la destruction des ouvrages publics d'assainissement et de drainage des eaux,
les inondations, etc. C'est pour endiguer ce phénomène que le ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des affaires maritimes, a mis en mission une brigade spéciale de lutte contre le remblayage illicite ou anarchique. Je vous demande, 24 heures sur 24 heures, de veiller au suivi de ces activités et de me rendre compte en temps réel. Je voudrais compter sur votre autorité et votre sens de la coordination pour des résultats probants. Je précise par la même occasion que cette brigade aura pour champ d'action le territoire national et pour mission le contrôle, la régularité des opérations d'aménagement des rivages, de la mer et des voies d'eau intérieures par remblayage, endiguement ou enrochement. La brigade spéciale de lutte contre le remblayage illicite et anarchique est composée de 64 agents divisés en 3 équipes et dotés de moyens roulants et techniques nécessaires pour remplir sa mission selon le directeur général des affaires maritimes. Et pour la férue de cinéma, le roman culte Les Frasques d'Ebinto d'Amadou Koné, paru en 1975, bientôt sur grand écran. Le tournage de son adaptation cinématographique a débuté dans la ville de Grand-Bassam avec une reconstitution fidèle de l'ambiance des années 70. Ce projet ambitieux, il faut le souligner, est coproduit par le groupe RTI et aborde une problématique toujours d'actualité. Les grossesses scolaires, les grossesses en milieu scolaire. Donald Conan et Jean-Marc Djadji vous en parlent. Regardez. À Grand-Bassam, les caméras tournent. Costumes soigneusement choisis, décors minutieusement reconstitués. Tout est mis en œuvre pour plonger les spectateurs dans l'univers du roman d'Amadou Koné, Les Frasques d'Ebinto. L'idée pour nous, c'est de donner la chance à nos œuvres littéraires très populaires d'avoir une seconde vie, on va dire, sur l'écran. Après, bien entendu, chacun pourra avoir son interprétation selon son expérience à l'écran. Le film Ebinto adapte l'histoire poignante d'Ebinto, un adolescent qui vient d'obtenir son brevet, dont la vie bascule après une grossesse non désirée de son amie Monique. Une réalité qui résonne encore aujourd'hui, alors que le nombre de grossesses en cours de scolarité ne cesse d'augmenter. Selon le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, il a été enregistré 4137 grossesses chez les jeunes élèves au cours de l'année scolaire 2023-2024. L'œuvre, depuis plusieurs années au programme scolaire, se veut ainsi un outil de sensibilisation au-delà de sa portée littéraire. À travers cette histoire, il veut interpeller la jeunesse et ouvrir des discussions sur les conséquences des grossesses en cours de scolarité. Avec le soutien de la RTI et de plusieurs ministères, l'équipe espère mobiliser les ressources nécessaires pour mener à bien cette production d'envergure. On est très ouvert à toute forme de partenariat qui permettra à ce projet de pouvoir se faire. Après Grand-Bassam, le tournage va se poursuivre pendant 1 mois et demi dans les villes d'Adiaké, Dabou et Abidjan, avant une sortie prévue dans les prochains mois. En sport football, pour la CAN U17, les éléphantaux de Côte d'Ivoire ont donné de l'espoir aux aiglons du Mali avant de mettre le coup de marteau à la dernière minute. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire marche sur le Mali par un score de 4-2 en quart de finale. Ainsi donc, les éléphantaux valident leur ticket pour la Coupe du Monde Qatar 2025. Algérie-Mali, jusqu'où ira l'affrontement suscité par le drone abattu à Tinzaouatène depuis la destruction d'un drone malien par l'Algérie à Tinzaouatène, à la frontière entre les deux pays dans la nuit du lundi 31 mars au mardi 1er avril. Le ton ne cesse de monter. Ce lundi 7 avril, l'Algérie a donc répondu au Mali et à ses alliés nigériens et burkinabés de l'Alliance des États du Sahel AES qui s'était fondu dimanche soir. Le 6 avril, de communiqué très virulent affirmant que le drone malien n'était jamais entré sur le territoire algérien et accusant Alger d'être un importateur de terrorisme. Aujourd'hui, c'est Alger qui réplique sur le même ton, dénonçant les allégations mensongères servant de dérivatif à l'échec du projet putschiste malien. Alger et Bamako se ferment mutuellement leur espace aérien respectif. Le conflit monte en intensité, mais sans dimension militaire à ce stade.
Et puis terminons ce temps d'information au Cameroun où il faut savoir qu'il n'y a pas de réaction officielle pour l'instant après la résolution adoptée à l'unanimité en fin de semaine dernière par le Parlement ivoirien et européen plutôt, une résolution qui condamne la persécution des journalistes dans ce pays. Le Parlement européen, dépendant des autres institutions européennes, appelle donc à la libération et au respect de la liberté de la presse dans la perspective de la présidentielle de cette année au Cameroun. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 6h30 pour une autre matinale sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.